Voilà, alors je suis extrêmement heureuse d'avoir cette occasion de d'échanger quelques réflexions avec vous sur la modélisation des interactions et les schémas éclatés et le diagramme objet-interaction. Et je remercie vivement l'équipe d'organisation et Madame Ducine de m'avoir invité. Alors, on a ici une petite introduction à travers les textes officiels au niveau de la fin du cycle 4, avec quelques mots-clés que j'ai moi-même mis ici en gras. Le travail de modélisation, tout ça pour la fin du cycle 4, enfin le cœur de travail du cycle 4, travail de modélisation, objectif central, c'est donc vraiment souligné, avec une référence à l'esprit critique nécessaire, sans qu'on ait tellement de précision là sur les enjeux et les modalités de cet esprit critique. Mais enfin, le terme de cohérence est tout à fait souligné aussi, en l'occurrence avec des disciplines expérimentales des autres, les mathématiques, et je me permettrai d'ajouter cohérence évidemment interne. Ceci sur la caractérisation d'un mouvement, comme attendu en fin de cycle 4, et encore une fois, ces termes forts d'interaction, force, laquelle est caractérisée par direction, sens et valeur. Alors, au niveau du lycée, puisque mon exposé est censé balayer tout le secondaire, vous avez ces thèmes évidemment encore plus accentués, et je me permets d'enchaîner directement sur ce thème des interactions en soulignant que mon abord personnel, aujourd'hui, je veux dire, se fera dans un dialogue entre les difficultés observées chez nos élèves, et d'ailleurs pas seulement, et la recherche de cohérence conceptuelle en accord avec ce qui vient d'être souligné. Alors, vous avez ici les codes couleurs, d'ailleurs, en vert, ça sera les difficultés observées. Je veux dire les erreurs communes, je dis communes au sens de fréquentes, fréquemment observées, et puis la cohérence conceptuelle est en bleu. Alors, la voici, la cohérence conceptuelle, elle doit être en accord avec l'existence des deux lois de Newton, deuxième et troisième, lesquelles doivent être considérées comme différentes, ce qui semble une évidence, mais nous allons y revenir. Donc, rapidement, là, pour une particule ponctuelle, un point matériel, appelez ça comme vous voulez, eh bien, vous reconnaissez la deuxième loi de Newton. Je ne soulignerai pas, mais je le fais uniquement là. C'est très important pourtant, il s'agit des deux côtés du signe égal. L'argument des fonctions vectorielles, c'est le même temps. Ceci, c'est extrêmement important. Et on a la même chose pour la troisième loi de Newton. Voilà. Alors, la question est qu'au collège et puis dans la vie, on s'occupe d'objets et pas de particules, points, matériels, tout ce que vous voulez. Et là, on a une solution relativement simple, c'est d'ajouter terme à terme tout ce qui concerne chaque particule et vous obtenez une somme de forces à gauche de l'égalité qui revient à la somme des forces extérieures, puisque les forces intérieures s'annulent 2 à 2 via la troisième loi. Et puis, à droite, bon, quelque chose qui ressemble à une simple transcription de ce que vous avez plus haut. Je reviendrai tout de suite là-dessus pour dire qu'au-delà de cette apparente banalité, eh bien, on introduit quelque chose de tout à fait important qui s'appelle le théorème du centre d'inertie ou le théorème du centre de masse. Donc, j'y reviens dans un instant. Disons que pour la loi des actions réciproques, vous avez aussi une transcription relativement évidente, qui semble évidente, à l'échelle d'un objet. Alors, je viens de le dire, il s'agirait de refaire parler cette loi qui a l'air juste une transcription au niveau macroscopique, mais qui est nullement quelconque. Vieille habitude de didacticienne, on se réfère à des questionnaires qui font apparaître des difficultés via des erreurs communes. Vous avez, c'était très en vogue à l'époque, ce test date d'une bonne vingtaine d'années, 2 balais sur une autoporteur, sur une table horizontale,
soumis à une force qui est la même dans les deux cas et la même au cours du temps, et accroché en quelque sorte, pardonnez-moi, pas au même point sur chaque palais. On se demande si ces deux palais arrivent de l'autre côté, en face, en même temps ou pas. Alors, comme on a envie de répondre qu'ils n'arrivent pas en même temps, on n'est pas surpris de savoir que, en fait, c'est effectivement la réponse commune, c'est qu'ils n'arrivent pas en même temps. Ceci, voilà, pour un bon 2/3 des effectifs, mais en fait, ils arrivent en même temps et pour s'en convaincre, il suffit de relire cette relation. Cette relation qui nous dit que peu importe le point d'application pour la même force, quand vous avez la force totale, le point d'application est peu importe ici, puisque les masses totales, j'ai omis de le dire, sont les mêmes, et donc l'accélération du centre de masse est la même. Donc, on a une information nullement quelconque, c'est que contrairement à l'intuition, eh bien, lorsqu'il ne s'agit pas de rotation, mais simplement du voyage en quelque sorte du centre de masse, et c'est effectivement ce qui va déterminer le choc sur la paroi en face, eh bien, tant qu'on ne s'intéresse pas à la rotation, peu importe le point d'application. Je dis ça pour qu'on n'ait pas en tête que résumer un objet à un point, c'est quelque chose de bon, tolérable, parce qu'on est sur un niveau élémentaire. C'est parfaitement pertinent tant qu'on ne s'intéresse pas à la rotation, mais seulement au mouvement du centre de masse. Voilà, ce préalable étant posé, venons-en donc à l'objet du jour. Premier outil proposé, pas tellement dans le temps, parce que, mais enfin bon, outil proposé depuis longtemps. Voici des documents d'origine, il y a 20 ans, hein, où on distingue la méthode, identification du système d'étude, vous avez une ellipse en pointillé, séparation des objets pertinents, recensement des interactions impliquant ce système, à distance ou de contact, et vous observez une distinction, un effort de distinction entre le réalisme de l'image du haut et le symbolisme concernant les concepts, donc. Dans une certaine mesure, puisque vous avez bien la perche en haut et la terre en bas, et le câble, voilà. Mais néanmoins, ça ne vous dit rien sur le sens des forces, ça de toute façon. Et puis, donc un seul bilan par DOI, en principe. Et puis vous avez quand même en partie perdu la géométrie. Ce qui fait que lorsqu'il s'agit maintenant de passer au bilan des forces, avec toutes les forces sur un point évoquant simplement qu'il s'agit du système dit d'intérêt ou d'étude, vous voyez que moi je ressens que le passage du DOI au bilan est une opération extrêmement abstraite et peu accompagnée finalement, parce qu'il faut se débrouiller pour trouver le sens des forces, la direction des forces, et c'est une opération tout à fait complexe. Il y a une petite bizarrerie, je dirais, qui fait que la Terre, du fait qu'elle est souvent l'objet de deux interactions, a droit à une espèce de partition, comme si une partie devait évoquer la pesanteur et l'autre le contact. On ne fait pas ça pour la perche, par exemple, qui a droit d'être un objet unique et en soi. Voilà, donc dissymétrie concernant la Terre. Pas très, je dirais, c'est pas très grave. On enchaîne avec le DOI de nos jours, reprise récente, et le DOI a toujours eu un pignon sur rue, si j'ose dire, dans l'enseignement secondaire. Donc, il est rappelé en 2018 avec toutes ses caractéristiques, et vous remarquez en particulier qu'on a un DOI ici par objet d'intérêt, système d'intérêt. Voilà, c'est très proche de ce qui était proposé avant.
Voilà, là je vous reproduis un document déjà ancien, mais témoignant d'un usage très courant encore maintenant. Il s'agit d'un ouvrage d'ailleurs de grande diffusion, le Hecht. Le but est de souligner une difficulté liée à l'orientation des forces relativement à l'objet auquel on s'intéresse. Vous avez ici donc une valise sur un traîneau, mettons, et les forces qui concernent cet ensemble, le poids, etc. Et vous pouvez noter que l'une des forces qui concerne cet ensemble, à savoir l'action du support, eh bien, est représentée non pas sur l'ensemble d'intérêt, mais sur le support. Ceci est la trace d'un usage de type bande dessinée, où on représente les forces sur l'acteur, comme si quelqu'un donne un coup et on lui met la force correspondante dessinée sur sa main. Alors je dirais, bon, très bien, on peut faire des flèches dans tous les sens entre des objets, mais qu'est-ce qu'on a comme garde-fou pour éviter les erreurs fréquentes? Alors en voici une qui avait été mise au jour par Anne Leverge il y a 20 ans, dans lequel, pour ce qui concerne la bille représentée ici, ma foi, vous avez des interactions raisonnables, et en particulier, il semble raisonnable de faire intervenir la main, puisque, après tout vient de là. Et alors, effectivement, elle intervient, mais à distance, ce qui est effectivement le cas. Bon, mais une fois qu'on a fait ça, on a un cumul d'interactions de contact et de l'interaction à distance, sous la houlette de l'idée de transmission des forces, qui est à l'œuvre depuis longtemps et de façon assez permanente dans notre inconscient au moins, et même dans notre conscient. Donc voilà, qu'est-ce qui va m'empêcher de faire cette erreur-là? Je dirais pas grand-chose, parce que on peut proposer des choses, et puis peut-être le professeur va nous dire « ah non mais voilà ». Donc pas beaucoup de règles contraignant ce type de réponse. Alors, une deuxième méthode proposée très récemment dans les textes officiels, 2018, et beaucoup moins récemment par, on va dire, la recherche. Bon. Mais bon, ces schémas éclatés sont effectivement intervenus comme réponse possible à des difficultés conceptuelles. Voici des types de schémas qui traînaient beaucoup dans nos livres et autres exercices depuis très longtemps. Pour une accélération vers le haut, par exemple, eh bien, poids de la masse et force du ressort, il faut qu'il y ait une inégalité pour que ça accélère. Et donc, on entend, la loi des actions réciproques ne s'applique plus, il y a 20 ans également, et la masse exerce son poids sur le ressort. De même, vous allez trouver pour le clou qui s'enfonce des schémas prototypiques depuis très longtemps, avec l'idée que l'action du clou est supérieure à la planche, ou cette situation qui est quasiment historique, puisque déjà Newton parlait de l'âne et de la charrette. Du temps de Newton, on parlait de cet âne qui refusait d'avancer, puisque la charrette tirait forcément aussi fort, ça allait dans l'autre sens, ça rendait la tâche impossible. Donc voilà, de nouveau, une violation verbale de la loi des actions réciproques, avec à chaque fois des, vous voyez, des résultats de tests, il y a 20 ans déjà, mais vous pouvez essayer maintenant, ça marche très bien, des grosses majorités prêtes à violer la troisième loi. Alors d'où vient cette difficulté? Eh bien, on peut proposer qu'il y a quasiment un bilan qui est effectué sur le point de contact, plus ou moins explicitement, mais bon, plutôt moins explicitement que plus,
Mais ce point appelle une sorte de bilan, et là se mélangent allègrement la deuxième et la troisième loi de Newton. Donc, il semble logique de séparer les objets, et de ce point de vue, les interactions à distance sont favorables, puisque la séparation est déjà faite. Et je ne suis pas la seule à penser de cette manière. Donc, séparer les objets, et de manière un peu rustique, en mettant les forces sur les objets, si vous me pardonnez provisoirement, on va dire qu'il y a trois objets, terre, clou, marteau, deux actions réciproques qui sont représentées ici. Alors, de remarque là, on en a négligé l'interaction gravitationnelle du clou, par exemple, et de la terre, ou la poussée d'Archimède sur les objets. Alors, deuxième point, très important, le sens des forces. Il est tentant pour un marteau qui va enfoncer le clou de représenter la flèche verte sur le marteau vers le bas, comme dans les bandes dessinées. Donc l'avantage de cette séparation, c'est que vous allez peut-être faire l'erreur, mais en tout cas, elle est bien manifestée par le schéma. On voit, tandis que quand tout était sur le point de contact, on voyait rien du tout. Alors, voilà le bilan qui est possible maintenant. Il n'y a quasiment pas besoin de commenter. Vous faites une bulle autour de l'objet d'intérêt. Dedans, pas une seule fois, pas de flèche de même couleur. Tout est respecté. La deuxième dans la bulle, la troisième entre objets. Loi. Troisième loi. Bien, et bien, puisque je viens de le faire, maintenant, listons les caractères de cette méthode un peu plus formellement. On n'est pas encore complètement fini, hein, mais lister les objets, système fermé, pertinent pour la question posée, les interactions externes concernant deux objets, systèmes différents. Vous retrouvez ce thème de 1 ou 2 pour chaque loi qui les implique. Et vous voyez tout de suite que tout ça, rien de tout ça n'est évident. Ensuite, une couleur par interaction, deux forces opposées de même couleur, toujours de même valeur, quelle que soit la situation cinématique, équilibre ou accélération. Bon, ça c'est vraiment la règle école maternelle, on ne discute pas. Une couleur par interaction, deux forces opposées de même couleur. Ensuite, il faut faire un bilan pour répondre éventuellement aux problèmes posés. Pour un objet système choisi, une bulle, un bilan, toutes les forces impliquées ont une couleur différente. Vous voyez bien que là, il y a tout à fait matière à choix, à réflexion et à choses qui ne sont pas évidentes. Quel objet choisir pour un problème? Et voilà. Bon. Ensuite, où je m'arrête, parce que si vous faites chaque fois la réciproque, vous allez faire le tour du monde et il faut s'arrêter quelque part. Eh bien, on s'arrête quand le ou les bilans qui nous intéressent sont complets. Modulo, la poussée d'Archimède de l'air ou les interactions négligeables devant les autres. Et de nouveau, il y a là véritablement un jugement à exercer. Ensuite, en fonction de la situation cinématique, équilibre, accélération, on ajuste les valeurs relatives des forces compte tenu de la situation dynamique particulière. Équilibre, accélération. Bon. De nouveau, voilà. On peut répéter l'opération bilan pour d'autres objets. Et vous voyez tous mes signaux, attention, danger, conclure, bien sûr, si le schéma, en principe, il a pour but, pas de faire un schéma pour un schéma, mais de répondre à un problème, conclure sur le problème. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de bien souligner à quel point ces règles, qui ont l'air un petit peu, voilà, école maternelle, eh bien non, pas du tout, c'est-à-dire à chaque échelon, pratiquement, il y a un choix, une décision, un jugement à exercer. Donc, je ne suis pas du tout là dans un algorithme qui va me faire tomber tout près le bilan ou les bilans qui m'intéressent. Alors, c'est donc un petit peu coûteux, hein, c'est coûteux cette méthode et il faudrait que ça rapporte quelque chose. Alors, vite. Qu'est-ce que ça va me rapporter justement pour les difficultés que j'avais signalées? Eh bien, on arrête de dire que la masse exerce son poids sur le ressort sans plus de réflexion.
Le partenaire de l'objet suspendu dans l'interaction gravitationnelle, c'est la Terre, et non le support. On rejoint là le DOI, tout à fait, mais cette séparation m'interdit de dire, en tout cas, que le poids est exercé sur le support. L'action d'un objet sur un support n'est pas son poids. À l'équilibre, les valeurs des interactions peuvent être égales, elles sont égales, c'est-à-dire que l'action de l'objet sur le support est égale à son poids, mais c'est une égalité de valeur et non pas une égalité de nature. Là, de même, je vais pouvoir clarifier l'histoire, si vous voulez, du conducteur qui pousse sur la voiture, et vous allez pousser des cris horrifiés en voyant ce que les schémas éclatés font de la situation. Alors, vite, on va se séparer dès qu'on pourra avec un auditoire donné. Là, de la partie verticale, la question, le problème n'est pas de savoir si la voiture s'enfonce dans la route. Voilà. Et là, vous avez donc toutes les contraintes respectées, interaction réciproque avec les forces de même couleur, de même valeur, qu'elles soient noires ou blanches, et je me suis offert le luxe d'avoir même 2 bilans réalisés pour le prix d'un. En situation d'accélération de l'ensemble, maintien de la règle d'égale valeur des forces impliquées. Une force vers l'avant est exercée sur le piéton par le sol, ça c'est en prime, pour arrêter de penser que le frottement, c'est toujours quelque chose qui freine. Ici, on a une sorte de propulsion par le sol. Tout ça est tellement peu évident que je vous avouerai qu'il ne suffit pas d'avoir ce schéma. Bon, j'ai trop peu de temps pour en parler, mais par contre, c'est une condition nécessaire. La transmission des forces, je vais essayer d'aller... Voilà. Si vous avez ce jeu des équipes qui tirent chacune d'un côté d'une corde, eh bien, j'ai plus rien à dire pratiquement quand vous voyez mon schéma. Les forces en rouge et en vert peuvent être à peu près pratiquement égales, mais en situation d'accélération, elles ne sont pas égales. La corde également avant accélère. Si c'était une chaîne de bateaux, vous auriez une grosse différence de valeur entre la force rouge et la force verte. Donc, la transmission des forces n'est pas la 4e loi de Newton, c'est une situation voilà, admissible qui traduit une approximation dans de nombreux cas, et même lorsque on a une situation de fronde, dans le mouvement circulaire observé, il y a forcément une accélération vers le centre, mais une force vers le centre. Mais sur la corde, vous avez une force vers l'extérieur. J'ose à peine l'appeler centrifuge, tellement on dirait que la centrifuge est réservée à un référentiel non galiléen. Là, ce que je vous décris, c'est dans un référentiel galiléen. Il y a parfaitement une force qui tire vers l'extérieur, réelle, enfin aussi réelle que les forces dont on parle dans les référentiels galiléens. Et puisque ça tire d'un côté, ça tire de l'autre, et là vous avez ce qui me permet de clarifier la situation, y compris pour la corde. C'est tout à fait analogue au cas précédent. Donc, les règles que nous nous sommes données sont également des moyens de se prémunir, ou en tout cas d'alimenter la réflexion sur les erreurs communes, consistant à penser que force centrifuge, force vers l'extérieur, c'est uniquement dans un référentiel inertiel. Bon, si la ficelle est très massique, j'ai déjà dit, on aura une valeur notablement supérieure du côté vert que du côté rouge. Vous voyez, je me permets de parler, j'allais dire entre nous, entre collègues, de manière un peu familière, mais c'est que ces schémas ont une portée visuelle, une facilitation de l'interprétation qui n'est pas un atout négligeable. Alors,
quoi d'autre? Que dire encore après ces premières remarques? Est-ce qu'il y a des choix de pratiques, si vous voulez, à l'intérieur même, par exemple, des schémas éclatés? Alors, oui, par exemple, je reviens sur cette schématisation que j'ai pratiquée depuis le début de mon exposé, du point de vue de la séparation réalisme-symbolisme. Vous devez avoir les cheveux qui se hérissent sur la tête à regarder, je ne comprends pas ce qui se passe sur mon écran, à regarder ces flèches directement posées sur des objets. Du point de vue épistémologique, ça peut être considéré comme tout à fait inapproprié. Alors, je le disais, du point de vue du support visuel, c'est extrêmement efficace comme adjoint de l'intuition pour quelqu'un qui ne risquerait pas de prendre les forces pour des objets. C'est compact, c'est explicite, mais voilà, vous avez ce mélange entre le réalisme et le symbolisme qui, pour des tout jeunes, peut être effectivement un problème. Alors, soyons plus corrects et conformes aux instructions ministérielles. Voilà comment on peut déplier cette espèce de débroussaillage qui est fait à gauche, qu'on fait entre collègues, et puis pour arriver sur un schéma d'exposition qui au moins s'efforce de séparer réalisme et symbolisme, un point par objet, voilà. Vous comprenez le schéma de manière... Vous remarquez que la séparation, bon, vous avez même dans la colonne complètement à droite et puis ensuite dans la liste des forces à gauche, vous avez encore le plafond en haut et la terre en bas. Et ma foi, personnellement, je m'en réjouis. Si vous me montrez un DOI, par exemple, avec la terre en haut et puis les nuages en bas, je considérerais que c'est un coût supplémentaire qui n'est peut-être pas nécessaire. Donc, une certaine séparation entre les registres symboliques et réalistes. Cette transformation, vous pouvez la faire en fonction, de mon point de vue, en fonction du public. Et quand on discute entre collègues, j'observe que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est moins compact, c'est explicite, il n'y a pas de mélange entre réalisme et symbolisme, mais peut-être observez-vous, en tout cas moi je le fais, que quand vous tombez sur les indices des forces, vous voyez, bon, il faut lire plafond sur ressort, ressort sur plafond, alors on a oublié quand on arrive de l'autre côté, alors que dans la colonne de gauche, la colonne du schéma un petit peu désinvolte, eh bien, il n'y a plus rien besoin de dire, on sait parfaitement de quoi on parle. Et par exemple, je pense documents, là, encore une fois, des documents récents de la DGESCO, cet effort supplémentaire pour passer du schéma de la colonne de gauche au schéma de la colonne de droite et ensuite décrypter tous ces indices, je suggère que, surtout pour de jeunes élèves, mais enfin même pour moi, je vous avouerai, eh bien, ce n'est pas extrêmement bienveillant pour l'intuition. Cette transcription qui n'est pas assurée avec le DOI, eh bien, elle est nullement évidente. Alors, je reviens au DOI. Qu'est-ce qu'il avait à proposer? Donc, le voilà. Qu'est-ce que le schéma éclaté proposerait? Voilà, si vous faites une bulle sur l'ensemble ski-skieur, en indiquant cette fois le sens des forces, ce qui n'était pas le cas évidemment en DOI, eh bien le travail il est pratiquement terminé, c'est-à-dire pour transcrire jusqu'au stade du bilan, vous avez tous les éléments dans la bulle, ils sont déjà là. Donc il y a juste à superposer tous ces vecteurs dans un espace autre, donc abstrait, mais au moins vous n'avez pas en faisant ça en plus un problème de direction des forces. Bon, de même, là, qu'est-ce que le schéma éclaté aurait à ajouter? Eh bien, pareil, c'est une suggestion. Est-ce qu'ils sont plus propices au non-cumul des interactions? Opinion
personnel, non vérifié, non mesuré. Mais on peut penser qu'une fois que vous avez fait votre schéma éclaté sur cette chaîne fil, bille et main, eh bien, l'unicité du partenaire de la bille dans chaque interaction, soit avec le fil, etc., est manifestée. Je suggère que le besoin d'enjamber le fil dans une interaction à distance entre la main et la bille pourrait être minimisé. Pourrait être. Suggestion. Alors, vous m'avez vu me servir des schémas éclatés comme appui pour la critique. On a parlé du sens critique dans les documents, premiers documents ministériels que je vous montrais. Je pense que, voilà, on a déjà, avec les schémas éclatés, comme c'est d'ailleurs indiqué dans les textes, vous avez déjà un évitement, enfin, une facilitation pour voir que si on viole la troisième loi, c'est un problème. J'aborde deux autres thèmes. Le premier thème qui est contradiction avec l'expérience. Quand vous avez, par exemple, une prédiction à donner sur ce qui se passera si vous trempez la boule dans l'eau, laquelle est sur un pèse-lettres, avec un récipient, eh bien, difficulté, au moins la moitié des gens dans pas mal d'assemblées, y compris doctorants de physique, vous diront que le plateau ne va pas bouger. Bon, le plateau s'enfonce. C'est facile à démontrer. Regardez l'aiguille, elle a bougé. Bon. Alors, je vais me servir de schéma éclaté. Lorsque vous avez juste l'eau comme objet d'étude, vous avez son poids avec l'interaction gravitationnelle avec la Terre, en noir, et puis le contact avec l'ensemble support. Voilà. Eh bien, ces interactions sont de même valeur. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai introduit la boule dans l'eau? Vous avez le poids et l'interaction avec la Terre qui apparaissent, bien comme il faut, mais vous avez une nouvelle interaction. Et là, c'est très important de voir que Archimède, ce n'est pas juste une poussée, c'est une interaction. Et voilà, maintenant, le travail est fait, la solution tombe un peu comme un fruit relativement mûr. L'interaction de contact pour un équilibre doit être plus grande que dans la colonne de gauche. Donc, la force exercée sur le plateau va être supérieure à celle qu'elle était avant. Bon, la même chose pour un exercice où Bélin, Terminales, 2012, on nous proposait un vélo soumis à une force de frottement, voilà. Et puis, la force F qu'exerce le cycliste sur le vélo, on nous demande de la trouver. Au passage, on a négligé les frottements sur le sol, qui est tout de même une hypothèse hardie. Et puisqu'on a la force de frottement vers l'avant, on s'attend à ce que, vers l'arrière, pardon, en bleu, on s'attend à ce que la solution qu'attend le rédacteur soit celle-ci. Parce que voilà, c'est ça qu'on doit savoir, vitesse constante, force totale nulle. Nulle. Bon, alors, si maintenant on s'occupe des deux lois de Newton, et pas seulement une, comme c'est le travail des schémas éclatés, vous allez voir que pour l'air, ça va. Bon, l'air pousse le vélo, en fait, c'est plutôt le cycliste, enfin bon, vers l'arrière, et donc il est poussé vers l'avant, ça va. Mais là, après, ça va mal se passer. Parce qu'on me parle de la force exercée par le cycliste sur les vélos, obligation de trouver le partenaire. Et le partenaire, c'est quelque chose de catastrophique, puisque c'est une force sur le cycliste vers l'arrière. Voilà ce que je gagne à m'occuper des deux lois de Newton et pas une seule. J'ai un signal d'alarme. Je n'ai encore rien compris, mais j'ai un signal d'alerte. Alors, vous savez ce que serait un schéma éclaté au service de la cohérence et des lois de Newton. Et là, vous avez tout va bien. Voilà. Alors, en résumé, puisque je dois terminer maintenant rapidement, je me suis occupé des difficultés observées en vert pour une cohérence conceptuelle en bleu, avec des propositions en rouge, éventuellement commentaires en noir. Donc, difficultés observées, je l'ai
pas. La question du point matériel, elle est relativement résolue, puisque je ne m'occupe que de translation. Elle est complètement résolue si je ne m'occupe que de translation. Il n'y a pas besoin de point d'application, donc, pour la translation. Les difficultés, vous avez un rappel des sujets que je vais traiter. Ce qui est proposé, c'est de séparer les objets. Alors, c'est fait avec les deux types de schémas, schéma éclaté ou DOI. Schéma éclaté, vous avez l'accent sur le fait que les deux lois Newton sont différentes. Une considération effective de la troisième loi, pas juste, j'allais dire, pour faire joli, pour en avoir parlé. Ici, on s'en sert, et pas seulement pour ne pas la violer, on s'en sert pour le contrôle. Le contrôle d'un ensemble d'éléments de solution à un problème. Donc, ces retombées de clarification sur les situations masse-ressort piéton-porte-front ont été évoquées, avec l'idée qu'il y a des choix en la matière adaptables du système d'études en lien avec les problèmes à résoudre. Par exemple, vous avez vu pour la balance d'Archimède, eh bien, on aurait pu se dire, ah bon, on me demande si le plateau bouge, je fais un bilan sur le plateau. Eh bien, il était plus adapté, tout à fait plus simple de s'occuper d'un bilan sur l'eau toute seule. C'est un exemple de décision nullement évidente, relevant d'une certaine maturité ou d'éléments d'essai-erreur. Voilà, ce système d'études, c'est en fonction, bien sûr, du niveau d'enseignement, un thème de travail. Alors, la question réalisme-symbolisme est, je pense, tout à fait d'une importance inégale, j'allais dire, en fonction du niveau d'études. Si vous êtes au collège, effectivement, éviter que les forces aient l'air d'être des objets, c'est quelque chose d'être très important. Plus tard, si vous discutez avec une collègue, cette espèce de représentation intermédiaire tout à fait proscrite, consistant à mettre des forces sur des objets, je dois vous l'avouer, je l'ai vraiment expérimenté pendant des décennies en enseignant le schéma éclaté. Les enseignants, en l'occurrence, puisque j'avais des élèves qui étaient des enseignants, ils avaient un mal fou à dessiner les forces dans le bon sens, etc. etc. Donc, la représentation intermédiaire avec force sur objet, c'est un outil de travail peut-être inavouable, mais extrêmement efficace. Et j'ai insisté sur le fait que ces schématisations n'étaient absolument pas évidentes et passer d'un DOI à un bilan, passer d'un schéma éclaté à un bilan, je pense que ce n'est pas la même difficulté et en tout cas, c'est une difficulté à considérer. Voilà. D'autant que quand on a perdu la géométrie en DOI, vraiment, je plaide pour ce retour à une perception relativement naturelle des situations. C'est tellement difficile déjà. Voilà, alors l'absence de contraintes en DOI a l'air d'être une simplification, mais on la paye au moment de dessiner, de faire le bilan. L'un et l'autre, donc, ces deux méthodes ne sont nullement des panacées, et voilà, donc j'ai à peu près terminé par peut-être cette remarque. Les schémas éclatés sont un nécessaire complément au DOI, et pas seulement pour la troisième loi, mais comme outil de contrôle de la schématisation globale. Si j'osais, je me permettrais de dire que je ne suis pas certaine que le DOI soit un nécessaire préalable au schéma éclaté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un DOI, c'est un schéma éclaté, si possible pas trop compliqué, auquel on a juste enlevé la direction, le sens, pardon, des forces. Donc, position personnelle. Question pour moi, questionnement. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'ai bien entendu une bibliographie. Je vous remercie, Madame Viennot. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Alors, nous avons quelques questions, donc j'invite les collègues à ne pas hésiter à en poser par le biais du chat. La première question serait de
donner une définition précise d'une action mécanique, parce qu'on voilà, on va trouver des définitions variées selon les dictionnaires de physique-chimie ou les manuels dont on dispose. Ah, écoutez, je pense en tout cas que cette question n'est pas directement connectée au choix d'une schématisation. Vous voyez, je commence par me défausser en pensant que là-dessus, schéma éclaté et DOI travaillent sur un certain implicite, ou du moins sur les définitions en cours. Et je ne sais pas si moi j'ai quoi que ce soit de plus pertinent à ajouter que soit ce qui peut être considéré comme une espèce d'implicite ou des éléments qui s'avancent un peu plus dans la définition. Parce qu'une action, ça peut être quelque chose qui va produire un effet, mais ça peut être aussi quelque chose qui oblitère un effet, empêche quelque chose. Donc ça commence à être assez flou et à nous mettre dans une situation un petit peu d'insécurité. Je dois avouer que je n'ai pas le sentiment, personnellement, d'apporter quelque chose, en tout cas pas du tout en relation avec la schématisation, d'apporter quelque chose sur ce terrain. Et d'ailleurs, j'allais dire, ça se saurait si on savait bien définir une action, à voir comme on tourne autour du pot au cours des instructions officielles qui se succèdent. Voilà, je suis désolée. La question suivante était justement d'établir la différence entre action mécanique et force, tout en soulignant que c'était relativement difficile à expliquer au collège. D'autant plus voilà, la notion de modèle ou de représentation, ce que signifie un modèle, n'est pas forcément facile à appréhender à ce niveau-là. Mais je crois que si on pose la question de distinguer une action mécanique d'une force, il faudrait se demander à quel moment on a eu besoin de faire cette distinction. Alors, est-ce que ça va être au moment où on s'occupe précisément de rotation, auquel cas on va voir que la force ne suffit pas et que cette fois, il va falloir que je m'occupe du point d'application. Et donc, peut-être que là, il serait important, effectivement, en distinguant des termes, de renvoyer cette distinction aux besoins qu'il a générés. Et voilà, ça serait mon élément de réflexion. Si on éprouve le besoin de cette distinction, c'est parce qu'il va y avoir éventuellement des éléments différents dans la réponse. Et ces éléments différents dans la réponse, typiquement rotation ou pas rotation, eh bien, il serait utile qu'on les pose, j'allais dire, sur la table avant de chercher à formuler. Il faudrait dire, à mon sens, j'ai un problème avec ça, il faut que je puisse rendre compte d'une rotation et avec une force, ça ne me suffit pas. Et une fois qu'on a posé ça, relativement, la verbalisation doit être en accord, mais elle n'est pas forcément cruciale. Je pense que c'est les conditions qui rendent nécessaire la distinction qu'il est crucial de formuler. Merci. D'autres collègues demandent un instant comment faire en sorte que les collégiens distinguent si une action est négligeable ou pas? Négligeable par rapport à cela, c'est absolument impératif. Donc là, il faut que j'ai l'introduction d'une quantification. En l'absence de quantification de la force, je n'ai aucun moyen de dire qu'une force est négligeable par rapport à une autre. Alors, bon, des éléments de commentaire du style enfoncer un clou dans une planche tel que j'en parle, eh bien, c'est la même chose si j'étais sur la Lune. Voilà. C'est-à-dire que c'est la même chose. Ça peut être des éléments de commentaires pertinents. Mais tant qu'on n'a pas effectivement un élément de mesure, on ne peut pas répondre à cette... Et de même, on pourrait dire le problème marteau-clou, c'est la même chose si je suis dans le vide, que ce soit sur la Lune ou pas. Et donc, je ne m'occupe pas de la poussée d'Archimède, de l'interaction d'Archimède. Vous voyez comme moi-même je suis conditionné.
c'est une interaction. Donc, si je peux dire, c'est la même chose si je suis dans le vide. Voilà, c'est un élément de réponse. Merci. Savez-vous s'il existe des expériences d'utilisation des systèmes éclatés et des diagrammes d'interaction objet à l'école élémentaire? C'est un enseignant qui a visiblement déjà enseigné en Italie, en fait, qui pose la question. En tout cas, je n'ai pas connaissance d'éléments qui aient été publiés. Et je dirais la même chose au plan international. Donc, autant moi, mes tests que je vous situais au début, ce sont des choses dûment tamponnées, publiées, pas de problème, y compris dans le but. Autant les schémas éclatés, de manière générale, souffrent, bon, j'en ai ma part de responsabilité, puisque je les ai promus depuis 35 ans, mais je n'ai pas eu, voilà, il se trouve que je n'ai pas fait d'évaluation, peut-être par manque, enfin, peu importe. Il n'y a pas d'évaluation publiée des schémas éclatés, à ma connaissance. Je dis publié au moins dans des revues. Je ne dis pas que des collègues n'ont pas échangé leurs expériences personnelles. Ça, c'est possible. Mais encore une fois, ces schémas éclatés ont souffert d'un certain oubli dans le système français, ce qui n'a pas favorisé les expérimentations. Alors, je vais juste prendre le temps d'une dernière petite question. Pourquoi le point d'application n'est pas exigible au collège? En fait, il a été un peu retiré des dernières versions. Savez-vous pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas, mais je viens de légitimer complètement ce choix, puisque c'est la première chose que j'ai faite. J'ai commencé à expliquer que ce point d'application pouvait n'avoir aucune importance, et ce qui est une libération, parce que quand il fallait le mettre, ce point, on n'était pas toujours très à l'aise. Hein. Le point d'application des forces, par exemple, de frottement sur l'air pour une voiture, ou de frottement sur le sol d'ailleurs pour la même voiture. Même le point d'application du poids, vous avouerez que l'interaction gravitationnelle, bon, au collège, c'est pas très simple de dire, bon, ben, je la mets là ou je la mets là. Donc, moi, j'ai trouvé très bien personnellement qu'on se libère de ce point d'application. J'aimerais bien d'ailleurs que ce soit plus clair qu'on s'en libère tant qu'on ne s'occupe pas de rotation. Et que, bon, on a avec le centre de masse, qui n'est pas défini, bien sûr, mais on rejoint l'idée que l'ensemble de l'objet va se déplacer de telle ou telle manière. Mais encore une fois, je voulais dire que ce n'était pas une approximation pas très propre de faire ça. Le théorème du centre d'inertie, et mon exemple des deux palets, signale très clairement qu'on n'a pas besoin de point d'application, mais par contre, il faut bien sûr l'objet d'application.